Bonjour à tous et bienvenue dans ce Lab Santé organisé cette semaine autour de la question du pass sanitaire entré en vigueur le 9 juin. Avec nos experts, nous allons tenter de comprendre comment fonctionne ce pass et surtout essayer de voir comment nous pourrons nous projeter dans l'été, comment nous pourrons faire la fête, comment nous pourrons voyager, comment nous pourrons accueillir des touristes. Nous accueillons donc Pierre Ricordeau, vous êtes directeur de l'Agence de santé Occitanie. Corinne Merle de Beauvert, vous êtes infectiologue à la clinique du Parc, du groupe Clinipol et également au CHU de Montpellier. Et nous avons parmi nous également Philippe Robert, vous êtes président régional de la Fédération de l'hôtellerie de plein air, on évoquera le côté touristique, et Thierry Négrou, directeur du Domaine d'eau, pour tout ce qui sera les questions de la culture et d'un été festif ou un peu moins festif. Alors, pour commencer, on est parti à la rencontre de quelques personnes qui pourront nous dire qu'est-ce que signifie pour elles le pass sanitaire. C'est Thomas Steven qui les a rencontrés. J'en sais rien, je sais pas du tout. Pas du tout, vraiment pas du tout, non. C'est un document qui certifie que vous avez été vacciné. Pour moi, c'est la vaccination, ça passe par la vaccination ou les tests PCR, je crois. Mais c'est un pass à destination des personnes qui ont pu bénéficier des 2 vaccinations, qui sont à jour de la vaccination, il me semble. Je crois que c'est un document qui permettrait de retracer notre historique de contamination ou de vaccination du virus. Je suis vaccinée, mais je sais pas ce que c'est. C'est censé nous faire voyager partout sans test PCR, il me semble. Donc toutes les personnes vaccinées peuvent voyager après du coup la campagne de vaccination, je pense. Je crois que c'est quelque chose avec le Covid. Prendre le vaccin et être vacciné, je sais pas. Alors avant de parler du pass, et on voit qu'il y a un gros chantier, Monsieur Ricordeau, j'aimerais vous demander quelle est la situation aujourd'hui sanitaire de la région. Est-ce que l'épidémie est derrière nous ? Alors, l'épidémie n'est pas derrière nous, mais effectivement, elle évolue quand même de manière très favorable dans les dernières semaines, puisque vous savez que nous suivons cet indicateur qui s'appelle le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes positives pendant 7 jours pour 100 000 habitants. Et on a un seuil d'alerte, vous savez, qui est de 50 pour 100 000 habitants. Et la région, aujourd'hui, est en moyenne autour de 60. Donc, nous nous sommes très fortement rapprochés de ce seuil d'alerte. Il y a 6 départements sur les 13 qui sont déjà en dessous et les autres sont un peu au-dessus. Donc, on a une forte amélioration. On le voit aussi dans l'impact sur le système de santé, puisque dans le pic de la 3e vague que nous avons connue à la fin mars, début avril, vous savez, il y avait plus de 400 malades à un moment donné dans les services de réanimation, plus de 1000 dans les services d'hospitalisation conventionnelle. Et aujourd'hui, nous sommes descendus autour de un peu plus de 100 en service de réanimation. Et on voit bien que c'est vraiment une baisse rapide de l'épidémie. Le taux de positivité, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui font un test et qui reviennent avec un test positif, il a été divisé par 4. Il est passé de 8 à moins de 2 en 7 à 8 semaines. Pour autant, l'épidémie n'est pas terminée, le virus est toujours là et je dirais les conditions sont réunies pour un allègement et c'est ce que nous sommes en train de faire progressivement avec les différentes étapes du déconfinement qui ont été mises en œuvre, mais allègement mais pas relâchement, parce que si nous voulons vivre non seulement un été sans souci, ce que nous souhaitons, mais aussi un automne sans souci auquel il faut que nous pensions, eh bien il faut que nous fassions attention et le pass sanitaire nous permettra de concilier, je dirais, les envies que nous avons pendant cet été, mais la vigilance que nous devons conserver parce que l'épidémie n'est pas encore terminée. Madame Merle de Beauvert, dans vos unités, que ce soit au CHU ou à la clinique du Parc, vous voyez cette décrue, la tension s'est vraiment relâchée ? Oui, ça va beaucoup mieux en termes d'admission. On a maintenant un nombre de patients hospitalisés. Donc moi, je suis essentiellement dans les services de médecine qui a très nettement diminué. Au pic, on a accueilli à la clinique du Parc une quarantaine de patients. On est actuellement à moins de 5. Et sur l'hôpital,
On a eu, pareil, au pic, on a accueilli plus de 150 patients et on est actuellement à une petite trentaine de patients hospitalisés, réanimation compris et médecine. Et donc là, moi, j'ai travaillé d'ailleurs ce week-end, j'étais de garde sur l'hôpital et sur 72 heures, j'ai pas eu une seule admission des urgences, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps. Donc des signes positifs qui nous permettent donc de nous projeter dans l'été. C'est un peu le but de ce pass sanitaire. Est-ce qu'on a vu, Monsieur Ricordo, dans les interventions qui ont été filmées à tout venant dans la rue, que les gens ne comprennent pas très bien ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation synthétique, didactique et assez brève? C'est un gros défi de ce pass. Oui, alors peut-être en rappelant que le pass sanitaire, c'est un élément dans un ensemble de mesures, puisque nous sommes dans cette période intermédiaire, comme je le disais, où l'épidémie est toujours là, et nous pouvons alléger un certain nombre de choses, mais sans se relâcher complètement. Et donc, il s'agit, à travers le pass sanitaire, je dirais, de faciliter la vie des gens, et notamment lorsqu'il s'agit d'accéder à des événements que nous aspirons à retrouver, des événements sportifs, des événements culturels, des événements touristiques, dans lesquels il y a un grand nombre de personnes qui vont être présents et invités, donc avec un seuil. Il va être utilisé, c'est la partie du pass qu'on appelle pass activité qui va être utilisée pour l'accès à des événements qui dépassent 1000 personnes invitées. Donc c'est pas la vie, c'est pas les éléments de la vie quotidienne, hein. C'est pas pour aller au restaurant, c'est pas pour aller au cinéma, voilà, c'est pour accéder à des événements sportifs culturels de grande nature. Et là, on va faciliter l'exercice en quelque sorte à la fois aux professionnels qui organisent ces événements, mais aussi aux gens qui veulent y accéder, en leur donnant un outil qui va permettre de vérifier qu'effectivement ils peuvent accéder sans être un facteur de risque important. Et donc il y a 3 éléments qui vont pouvoir être montrés dans ce pass sanitaire. Soit que vous êtes vacciné, mais que vous êtes vacciné avec un schéma vaccinal complet. Et je rappelle que pour l'essentiel des vaccins, il faut 2 doses pour avoir un schéma vaccinal complet. Il y a néanmoins un vaccin, le vaccin Janssen, pour lequel une seule dose suffit. Soit que vous êtes dans cette période où vous avez été contaminé, vous avez été malade du Covid relativement récemment, entre un peu plus de 15 jours et moins de 6 mois. Et là, on considère effectivement que vous avez probablement une protection qui vous permet d'y aller sans risque. Le 3e élément, c'est que vous n'avez ni le schéma complet de vaccination, ni vous êtes dans cette période post-maladie. Et du coup, vous avez fait un test récent qui permet de vérifier que vous êtes négatif. Donc c'est ces 3 éléments qui permettent en quelque sorte de dire, bien moi je suis une personne qui peut rentrer dans cet événement sans risque. Donc c'est ça le pass sanitaire, et ça va nous permettre de réouvrir effectivement des choses avec des conditions de sécurité suffisantes. Mais je le redis, il y a tout le reste, la vie quotidienne, l'accès aux différents éléments de notre vie, dans lequel il faut toujours rappeler les gestes barrières, la stratégie quand on a un doute, quand on a des symptômes, de se faire tester, et puis aller au bout de la vaccination. J'insiste là-dessus, certains pensent qu'avec une dose de vaccin, ils sont définitivement protégés. Il faut bien les 2 doses, le schéma vaccinal complet, pour, je dirais, retrouver un petit peu de sécurité. Monsieur Philippe Robert, vous allez nous parler un peu tourisme. On entend ce pass sanitaire, vous n'êtes pas concerné, puisque le gouvernement, finalement, concernant ce secteur d'activité, c'est seules les croisières de plus de 1000 personnes qui auront l'obligation de montrer ce pass sanitaire. Pour autant, ça se passe comment? Je rappelle quand même quelques chiffres. On en est à 30 millions de nuitées en Occitanie par an. C'est des 15 000 emplois. C'est un secteur très important. Comment vous faites face à ce défi pour cet été, alors qu'il n'y a pas de pass sanitaire? Déjà, on vous remercie de nous inviter à ce débat, et puis on est très attentif, on écoute beaucoup bien sûr les recommandations, qu'elles soient au niveau du gouvernement mais aussi des scientifiques, et on est très à l'écoute. On est quand même un peu plus à l'aise cette année parce qu'on sait un peu plus de ce dont on parle, comparé à l'année dernière où c'était vraiment la grande inconnue. Nous, ça se présente plutôt bien, on a quand même une grande chance dans notre profession, c'est qu'on est généralement dans des espaces assez grands, assez
Les gens ne sont pas confinés dans des bâtiments, dans les campings. Donc ça, c'est quand même un grand point. Et on est, bien sûr, encore une fois, on est à l'écoute. Donc pour l'instant, nous ne sommes pas concernés par ce pass sanitaire parce que c'est, comme vous venez de le dire, ce sont des événements de plus de 1000 personnes. Enfin, on est vraiment à l'écoute pour que ça se passe bien. La sécurité, bien sûr, sanitaire, et on y est très attentif dans nos établissements, bien sûr. À titre d'exemple, je crois que vous avez vous-même un camping. Il y a quand même des protocoles stricts, ou plus ou moins stricts. Comment ça se passe? Comment la clientèle va devoir se plier aux règles sanitaires? Alors, il y a d'abord un protocole au niveau national et qui s'applique généralement sur chaque établissement, puisque chaque établissement le reprend avec les spécificités de son établissement. Et il doit être mis à la disposition de notre clientèle. On est très attaché à ce que, bien évidemment, ils puissent en prendre connaissance avant même d'arriver dans l'établissement, qu'ils ne découvrent pas, qu'ils sachent à quoi ils doivent s'attendre dans l'établissement en termes de recommandations et d'obligations. Mais encore une fois, cette année, ça se passe beaucoup mieux qu'année dernière, puisque l'année dernière, on avait... Enfin, je pense que les gens appliquent avec beaucoup plus de bon sens cette année. L'année dernière, on avait des aberrations dans tous les sens, des excès de restrictions de la part de nos clients, enfin, qui nous demandaient des choses qui n'étaient pas possibles. Et puis à l'inverse, on avait des gens qui, si vous me passez l'expression, qui s'en foutaient complètement, quoi. Et cette année, ce n'est plus comme ça. Cette année, on sent qu'il y a beaucoup plus de bon sens. Par exemple, que les masques sont obligatoires, bien évidemment, dès qu'on rentre dans un commerce, au supermarché, à la boulangerie, et tout le monde le met. Ce que l'année dernière, on n'avait pas. Et puis par contre, bien évidemment, quand ils sont sur leur emplacement ou seuls, qu'il n'y a personne à moins de 20 mètres ou 30 mètres, ils ne le mettent pas. Mais ça paraît tout à fait logique, quoi. C'est fait avec beaucoup plus de bon sens qu'année dernière. Sur cette question du pass sanitaire, quand même, est-ce que la fédération serait plutôt pour, plutôt contre, si le gouvernement décidait de durcir un peu les conditions sanitaires, en tout cas pour le tourisme? Écoutez, nous, on a pris une position qui est simple, c'est que de suivre, c'est pas du tout notre métier, hein. Il y a des gens qui sont là pour nous indiquer ce qu'il faut faire, on les suit systématiquement. Alors aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi il y aurait, et d'ailleurs il n'est pas recommandé, pourquoi il y aurait un pass sanitaire dans les établissements. On ne comprendrait pas très bien, mais voilà, nous on est à l'écoute, hein, on n'est pas des spécialistes. Et encore une fois, on veut absolument la sécurité sanitaire dans un établissement, donc on écoutera. Mais aujourd'hui, je n'en vois pas l'objet. Non. Pas l'objet. Donc on aura des personnes au camping et puis beaucoup de monde, Monsieur Négroux, vont enfin pouvoir retrouver le chemin des spectacles, notamment de plein air. Vous êtes donc directeur du domaine d'eau. Ce soir débute le fameux Printemps des comédiens jusqu'au 29 juin. Quelle a été finalement votre position par rapport à cette problématique et cette jauge des 1000 personnes, puisque votre amphithéâtre principal peut accueillir jusqu'à 1800 personnes, je crois? Oui. Alors tout d'abord vous dire combien on est ravis de reprendre les festivals, parce que depuis 2 ans il n'y a eu aucun festival à Montpellier. Et donc ce soir c'est l'ouverture du Printemps des comédiens et on enchaînera ensuite avec Folie lyrique, Radio France, Les Nuits d'eau et Arabesque. Donc enfin une reprise, mais une reprise qui se fait dans un cadre, je dirais, un peu réglementé, hein, puisque Pierre Bigordeau l'a rappelé. Les festivals reprennent, mais ils ne reprennent pas dans un cadre de tout ouvert. Au niveau du domaine d'eau, on a mis en place un protocole sanitaire, un protocole Covid. Nous avons recruté une référente Covid qui, pendant tout l'été, va s'assurer que l'ensemble des règles de prévention sont respectées sur le domaine d'eau. Toutes les personnes que nous recrutons pour l'accueil du public, pour la technique ainsi que les compagnies ont un dépistage ou un test PCR, de manière à créer au sein du domaine d'eau un SAS anti-Covid. Alors ensuite se pose la question du public, vous l'avez souligné, avec le pass sanitaire. On a fait le choix, en tout cas pour le Printemps des comédiens, de rester sous une jauge de 1000 personnes. Il est vrai qu'actuellement et jusqu'au 30 juin, on est dans des jauges à 65%. Donc ça nous donnait une jauge de 1200 personnes. On a fait le choix de rester en dessous de 1000 personnes. Ça sera le cas, j'ai consulté les organisateurs des autres festivals. Ça sera le cas aussi pour Folie lyrique et pour Radio France.
parce que aujourd'hui, on n'a pas vraiment la visibilité de comment va se mettre en place ce pass sanitaire. On a beaucoup de questions des spectateurs lorsqu'ils réservent à la billetterie. Certains pensent qu'on va faire le test PCR, d'autres nous disent « Ah non, mais moi je ne veux pas être contrôlé ». Et au niveau de l'organisation, mettre en place le pass sanitaire, quand on est sur des jauges comme les nôtres, autour de 1000, 1500, on préfère rester en dessous de 1000 parce que ça nécessite quand même d'organiser un accueil, d'organiser des files d'attente et d'organiser un contrôle. Et comme on est en début de saison estivale, on ne sait pas trop encore comment le public va réagir à ce contrôle. On a une interrogation concernant le contrôle de l'identité, parce qu'on peut présenter un pass sanitaire, mais il faut derrière aussi vérifier l'identité. Et là, on est encore dans une zone un peu de flou. Donc le choix que nous avons fait avec les organisateurs de festivals, c'est de rester en dessous de cette jauge de 1000 personnes. On va voir comment les choses évoluent. À la fin de l'été, on pense que tout le monde sera habitué parce que pendant la période de vacances, on aura présenté le pass sanitaire. On n'exclut pas pour les Nuits d'eau et pour Arabesque de mettre en place le contrôle sanitaire, le pass sanitaire, et d'aller au-delà d'une jauge de 1000. Mais dans l'immédiat, voilà, c'est un peu le choix de la raison aussi, parce que Pierre Ricordeau l'a rappelé, le virus circule. Et donc, rester à une jauge de 1000 personnes, c'est la jauge raisonnable à la fois pour que les personnes puissent venir s'amuser, voir des spectacles, sans pour autant être dans des jauges très importantes. Je prendrai l'exemple de la fête de la musique, le 21 juin. Habituellement, au Domaine d'eau, nous avons 1000 personnes. Cette année, on limite à 9000 personnes, habituellement. Cette année, on limitera à 1000 personnes. Voilà. Monsieur Ricordeau, comment l'ARS, l'Agence régionale de santé, travaille-t-elle sur le terrain? Est-ce que vous êtes avec les festivals, les acteurs du tourisme? Est-ce que c'est un dialogue permanent pour s'adapter à leurs interrogations, aux interrogations légitimes du public accueilli? Comment ça va se passer cet été? Alors, on travaille effectivement, mais sous l'égide, vous savez, des préfets de départements qui travaillent justement sur ces événements, en apportant évidemment notre expertise technique et notre appui pour, je dirais, permettre la mise en place des protocoles sanitaires et répondre aux questions. Et en même temps, essayer d'apporter, notamment dans les plus grands événements, des éléments de prévention. Nous avons mis en place depuis le début de l'année, vous savez, des équipes qu'on appelle des équipes de médiateurs de lutte anti-Covid, qui sont en général des gens qui travaillent dans des associations de protection civile et qui ont conventionné avec l'ARS et qui sont en capacité de porter des messages de prévention, d'organiser des dispositifs de tests et qui peuvent donc accompagner, par exemple, un très grand événement sur lequel, certes, on aura besoin du pass sanitaire, mais peut-être que tout le monde n'aura pas pu faire ce test à temps, où il y aura une difficulté de lecture et donc pour pouvoir faire un test sur place. Donc c'est ce type de sujet qu'on peut être amené à discuter. Par exemple, on travaille en ce moment à Nîmes, vous savez qu'il y a des journées taurines qui vont être organisées sur ce sujet-là. Je voudrais rappeler que le pass sanitaire, il fonctionne aussi pour un autre élément important qui est les voyages. C'est-à-dire qu'il y a une deuxième partie du pass sanitaire avec les mêmes éléments qui permet de montrer, notamment dans les voyages avec la Corse ou avec l'Outre-mer ou avec les pays étrangers, effectivement qu'on remplit les conditions qui sont demandées pour organiser ces voyages. Il y a une question qui a été évoquée sur, je dirais, la donnée personnelle qui est à travers ce pass. Il faut rappeler que la seule chose que va pouvoir vérifier l'organisateur qui va demander au-delà des 1000 personnes le pass sanitaire, c'est simplement
oui ou non, vert ou rouge, c'est-à-dire on n'aura pas de détails, on ne saura même pas si c'est une vaccination, un test qui le permet, mais ça permet juste avec un QR code de vérifier que la personne qui est là remplit une des 3 conditions que j'ai énoncées et donc peut donc sans difficulté rentrer dans l'événement qui dépasse 1000 personnes. Monsieur Robert, on parle beaucoup de tourisme, on sait que les Français notamment attendent beaucoup ça. C'est quoi les tendances de cet été? Est-ce qu'on assiste à une ruée, comme certains le disent, vers les réservations, notamment vers l'Occitanie et notre belle région? Alors, une ruée, c'est quand même un grand mot, mais effectivement, il y a des tendances qui sont très positives. Ça n'a plus rien à voir avec l'année 2020, on est plutôt en comparaison avec l'année 2019. Un démarrage quand même un peu difficile, puisque au mois de mai, on a eu 2 gros week-ends, l'Ascension et Pentecôte, avec un taux de remplissage d'environ 60%, donc ça, c'était très intéressant. En revanche, on a perdu en avant-saison, on travaille beaucoup avec les vacances des étrangers, notamment les Allemands et les Belges, et on n'a pas pu les accueillir, donc ça a été un manque. Juillet et août sont plutôt bons, voire très bons, même c'est surprenant, notamment début juillet, ça attaque dès le 3 juillet, chose qu'on ne connaissait plus depuis bien des années. Alors on ne comprend pas très bien pourquoi. On espère que ce sont pas des gens qui se sont dit on va venir début juillet parce qu'il n'y aura pas trop de monde, parce que du coup il y aura quand même beaucoup de monde. Donc bon, voilà, mais c'est plutôt très encourageant. Juin par contre n'est pas bon. Juin on est vraiment à la traîne, et certainement parce qu'on travaille aussi d'une manière générale avec les Allemands notamment qui viennent au mois de juin et qui ne seront pas là cette année. Donc c'est un petit peu à la traîne. Et septembre s'engage plutôt bien aussi, même si c'est pas encore clairement défini, mais voilà, si les conditions sanitaires nous permettent de travailler dans la durée de la saison, sur les ailes de saison, ça pourrait être une bonne, peut-être même une très bonne saison. Dans le détail, ce mur de réservation, il est quand même très franco-français. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur peut-être l'Angleterre, l'Allemagne, la Hollande? Alors d'une manière générale, normalement, sur les périodes hors Covid, on travaille à peu près avec 65% de Français dans la région. Le reste, c'est des étrangers. Et cette année, c'est vraiment quasiment du franco-français. On doit être aux alentours, je pense qu'on a dépassé les 90% de réservations françaises pour cette année. On sent qu'il y a un frémissement. Les Allemands sont prêts à venir. On le sent. Il y en a quelques-uns qui sont déjà là et on le sent un petit peu. C'est les seuls. Les Hollandais ne sont pas au rendez-vous, mais on sait. On entend dire qu'il y a une sorte de French bashing chez eux, c'est-à-dire qu'ils essaient de retenir les personnes chez eux, sur leur territoire. En tout cas, ils ne sont pas au rendez-vous. C'est surprenant. Ils ne répondent même pas aux offres promotionnelles qu'on pourrait faire, ou enfin des contacts. Ils sont absents. Et ceux pour lesquels c'est vraiment le plus compliqué, c'est la clientèle britannique, bien évidemment, pour des restrictions sanitaires, des complexités pour venir, qui à mon avis ne seront pas là de toute la saison. Et pour certains établissements, pas trop chez nous, mais certains ne travaillent qu'avec cette clientèle-là, et là c'est vraiment très compliqué, bien évidemment. Monsieur Ricordo, vous avez évoqué tout à l'heure justement cette question des voyages et de l'accueil de touristes. Là, en l'occurrence, il est question d'étendre ce pass sanitaire français à un ensemble de pays européens, avec un certain nombre de pays qui sont déjà entrés dans les dispositifs prévus. Comment est-ce que vous comprenez ce qui est expliqué en termes de camping, en termes d'organisation? Qu'est-ce que le pass va permettre de résoudre et surtout de simplifier en termes d'accueil pour rassurer les gens? Pourquoi certaines refusent de venir? Est-ce que c'est très compliqué encore de se projeter en France avec des restrictions telles qu'elles sont aujourd'hui? Non, je crois qu'il y a une prudence dans tous les pays européens, bien entendu, et on le voit même, les Français ont plutôt tendance, et ça bénéficiera au tourisme ici, à rester en France pendant les vacances, et probablement que c'est un réflexe qu'on doit retrouver aussi dans les autres pays européens. Peut-être de dire qu'au jour d'aujourd'hui, même si évidemment le pass fonctionne pour les résidents français, les mêmes règles s'appliquent s'il y avait des étrangers qui voulaient accéder à des événements de plus de 1000 personnes, ils devraient
devrait montrer, mais avec des documents spécifiques qui remplissent une de ces conditions. Et par contre, ce que va permettre le travail de l'Union européenne à travers un pass, si vous voulez, qui s'appellera peut-être pas pass, mais qui sera européen, c'est qu'on aura un outil reconnu dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, et donc ça va faciliter les choses. Votre QR code du pass français, il sera lisible si jamais vous allez dans un autre pays de l'Union européenne, et à l'inverse, nos amis des autres pays de l'Union européenne pourront intégrer en quelque sorte nos dispositifs de passe à travers ce pass européen. Donc normalement, ça devrait faciliter les voyages au minimum au sein de l'Union européenne et dans les deux sens. Et donc ça devrait là aussi être quelque chose qui facilite le retour à la normale, même s'il reste des conditions. Alors, monsieur évoquait le Royaume-Uni, et je voudrais juste me saisir de ça pour montrer qu'il faut quand même faire attention. Vous voyez, au Royaume-Uni en ce moment, alors un pays qui est en avance par rapport à nous sur la vaccination, mais pas encore, qui n'a pas terminé la vaccination, et avec cette crainte sur un certain nombre de variants Delta, et qui montre qu'il faut qu'on soit encore vigilant dans cette période de l'été pour ne pas se retrouver dans une situation qui dériverait justement à l'automne. Et l'exemple britannique est intéressant, puisque vous voyez qu'en ce moment, l'épidémie est un peu repartie. Ils sont maintenant une incidence au-dessus de l'incidence française, alors même qu'ils ont un taux de vaccination plus élevé. Donc on doit bien garder pendant cet été, je crois, profiter de cette liberté retrouvée, mais se dire ça n'est pas fini. Donc ne pas se relâcher complètement, continuer à utiliser ce qu'on a appris parfois dans la difficulté avec des libertés réduites pendant la période de confinement, faire attention. Et monsieur le disait, maintenant on sait comment faire, les gens ont appris, il y a des protocoles, on sait gérer cela, mais ça suppose de ne pas oublier et de ne pas totalement oublier le virus, malheureusement, de le garder quand même dans un coin de sa tête et de respecter les règles sanitaires. Monsieur Robert, vous vouliez réagir peut-être ? Oui, juste pour donner suite. Effectivement, je pense que les autorités sanitaires en France appliquent le bon schéma pour accueillir la clientèle. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais vous avez raison de dire, et nous on fait la même chose, c'est-à-dire qu'en priorité, les étrangers qui veulent venir, ils ne vont pas écouter ce que disent les Français. Ils vont écouter chacun, bien évidemment, ce que dit les recommandations de son propre pays. Comme nous on ferait, si on a envie de partir dans un pays étranger, on va aller se rapprocher des autorités françaises pour savoir s'il y a un danger ou non. Donc ça vient de là. Donc la seule chose sur laquelle il faut qu'on fasse attention, et vous allez peut-être pouvoir nous le confirmer, il faut, et vous l'avez dit, au sein de l'Union européenne, il faut qu'il y ait les mêmes règles partout pour que ce soit logique. Et je crois avoir compris que l'Espagne, par exemple, pour l'instant, les frontières étaient complètement ouvertes. Il me semble que pour les étrangers, ils ont besoin de rien présenter. C'est l'information que j'ai eue en tout cas. Si c'est le cas, c'est sûr que pour nous, c'est quand même problématique parce que, il ne faudrait pas que devant une petite difficulté de contraintes sanitaires, même si elle est justifiée, il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres pays qui ouvrent leurs frontières. Il faudrait que tout le monde puisse appliquer la même chose, en gros. Oui, c'est l'objectif. Alors, je ne peux pas vous garantir, je ne suis pas certain d'être bien à jour sur les règles en Espagne, mais évidemment, il faut appliquer les mêmes règles, sachant que la situation épidémiologique peut être différente d'un pays à l'autre et qu'elle s'adapte. Mais il y a bien cette volonté d'avoir des outils le plus commun possible. Néanmoins, c'est vrai que les règles sanitaires continue à dépendre des États nationaux et pas de l'Union européenne, et donc il peut y avoir effectivement des écarts. Mais je crois que notre point positif, c'est, je crois, et c'est de plus en plus reconnu, c'est notre capacité à gérer cette crise en France, à la gérer de manière pragmatique, progressive. Je crois que le déconfinement par étapes qu'on est en train de vivre montre, je dirais, la maîtrise qu'il y a dans ce pays. Et ça, je crois, quelque chose qui peut être rassurant pour nos éventuels visiteurs de l'Union européenne. Oui, et puis un dernier point concernant ça, il faut quand même souligner que le gouvernement français a fait un effort considérable pour des étrangers qui viendraient en France et qui auraient besoin d'un test PCR pour retourner dans leur pays. Le gouvernement français le fait gratuitement. Et c'est quand même à souligner, c'est très important parce qu'il faut savoir, je crois que ce serait bien que vous le disiez parce que vous êtes mieux informé que moi. En France, les tests sont gratuits, mais des étrangers, des Allemands, des Hollandais qui doivent venir chez nous et qui ont besoin de faire un test PCR, ils le payent.
Et l'ordre de grandeur, si je ne dis pas de bêtises, c'est entre 100, 120, peut-être 150 euros. Donc un couple qui veut venir d'Allemagne chez nous, à l'aller, il va payer 200, 300 euros. Et s'il en a besoin au retour, c'est la France qui va payer. Donc il faut quand même le souligner, les autorités ont fait quand même quelque chose d'important. Corinne Merle de Beauvert, est-ce que vous êtes inquiète pour cet été ou pour l'automne par rapport à cet afflux de touristes, qu'ils soient français? En tout cas, la région va grandir, grossir. Est-ce que ça inquiète les soignants par rapport à ce qui a pu se passer à l'automne dernier? Alors, on n'est pas inquiet pour l'été, parce que là, on est dans une décrue très importante qui devrait perdurer cet été, parce que l'été, donc, il fait chaud, donc ce qui est quand même pas très propice pour le virus, pour la croissance du virus. D'autre part, au niveau des transmissions, les gens sont surtout dehors, donc tout ça, c'est des points plutôt positifs. Et puis, la circulation du virus est nettement moindre. Et enfin, il y a la vaccination. Donc, concernant cet été, on est plutôt confiant. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est préparer l'automne et pas revivre au mois de septembre une nouvelle vague, ce qui serait quand même extrêmement dommageable, parce que là, on y croit vraiment. On y croit parce qu'on n'est pas dans la même situation que l'été dernier, puisqu'il y a la vaccination, et que à l'heure actuelle sont hospitalisés vraiment essentiellement des patients qui sont non vaccinés ou qui sont vaccinés incomplètement, et on a une diminution extrêmement importante de cas de Covid chez les personnes vaccinées. Et même si on peut avoir, notamment dans les EHPAD, des cas de Covid chez des personnes vaccinées, on a des formes plutôt bénignes qui ne nécessitent pas d'hospitalisation et qui ne conduisent pas à des décès. Donc c'est vraiment sur quoi on appuie tous nos espoirs. La seule petite remarque que je pourrais faire concernant les touristes, c'est justement par rapport à cette vaccination, c'est-à-dire des gens qui vont avoir commencé leur vaccination chez eux et qui ont besoin donc d'une deuxième dose, entre 4 et 6 semaines pour les vaccins ARN messagers et à 12 semaines pour le vaccin Astra, et qui vont se retrouver chez nous au moment de la deuxième dose. Et donc, il va falloir que les centres de vaccination puissent organiser et pour accueillir ces touristes. C'est plus dans ce terme-là que les choses se posent pour l'été, je dirais. Pierre Ricordeau, comment ça va se passer justement, puisque théoriquement les gens doivent s'organiser et planifier leurs vacances de manière à rentrer dans un schéma vaccinal sur leur terrain, leur domicile, leur lieu de domicile. Mais que va-t-il se passer pour des gens qui viendront et qui vont essayer de forcer la main, forcer la porte pour se faire vacciner loin de chez eux? Alors, il faut savoir que l'optique que vous venez de rappeler, qui a été prise en France, c'est-à-dire on se fait vacciner normalement dans le même endroit pour la première dose et la deuxième dose, c'est ce même schéma qui est appliqué dans tous les grands pays européens, en Allemagne, en Italie, en Espagne. C'est la même chose, pour les mêmes raisons d'ailleurs, pour des questions d'organisation logistique. Donc il faut avoir en tête que les Allemands, les Espagnols, les Italiens, ils ont cette même contrainte dans leur pays, et donc logiquement, s'ils se sont fait vacciner première injection dans leur pays, ils ont dû organiser au même endroit la deuxième injection. C'est-à-dire, il pourra arriver dans certains cas. Ça peut concerner les Français, voilà, quoi. Pour les Français, et donc pour les autres Européens, c'est un peu le même dispositif qui a été mis. On a mis, vous savez, on a introduit une souplesse, je dirais, dans le délai entre les deux doses. C'est-à-dire pour que chaque personne puisse gérer à peu près ses dates de congé en n'étant pas trop contraint par la date de la deuxième injection. Vous savez que pour les vaccins ARN messagers... il y a 2 semaines à peu près de tolérer, quoi. Il y a 2 semaines de tolérer, c'est-à-dire on peut aller jusqu'à 6 semaines, entre 4 et 6 semaines pour les vaccins ARN messagers. Voilà. Et le vaccin Astra, pareil, c'est 12 semaines, on peut faire 11, on peut faire 13. Voilà. Est-ce que ce sera implacable? Est-ce que les gens, vous allez l'appliquer à la lettre? Est-ce que quelqu'un qui va essayer qui va vouloir partir comme il le souhaite, en fait, en vacances, qui va essayer de forcer la porte en disant je suis dans un délai limite, alors, comment ça va se passer on verra, il y aura probablement des assouplissements dans des cas mais je rappelle que le système tel qu'il est organisé, notamment avec les prises de rendez-vous, il vous oblige, en quelque sorte, il vous contraint à prendre les dates de deuxième rendez-vous. Il faut par contre savoir, et moi j'insiste sur ce point, qu'il y a pas mal de personnes en fait qui ont eu le Covid,
au cours de l'année dernière et qui donc n'ont besoin que d'une seule dose. Et ceux-là, ils pourront très facilement, en réalité, se faire vacciner sur leur lieu de vacances en montrant qu'ils ont été effectivement victimes du Covid depuis, disons, au moins depuis plus de 3 mois, voire depuis plus de 6 mois. Et donc, ils n'ont besoin que d'une seule vaccination. C'est très important parce que c'est pas la peine de faire 2 vaccinations. C'est inutile, ça nous fait perdre des doses. Et pour la personne, c'est aussi plus facile à gérer. Une seule injection suffit. Et là, par exemple, notamment sur le littoral et avec le dispositif qui vient d'être mis en place. Vous savez qu'il y a un des vaccins ARN messager, le Moderna, qui est maintenant disponible en ville. Soit les médecins généralistes, mais aussi, je pense plutôt aux touristes, les officines de ville. Et vous savez que les officines, notamment sur le littoral pendant l'été, sont très actives, pourront faire assez facilement des vaccinations de ce type-là. Donc pour une personne qui n'aurait qu'une seule injection à faire, parce qu'elle aurait déjà eu le Covid et qui voudrait le faire sur son lieu de vacances, ça sera probablement possible et facilement avec l'officine. Par contre, quand on a 2 injections, c'est trop compliqué logistiquement à organiser. Il faudrait faire des flux de doses entre tous les territoires. On ne sait pas prévoir suffisamment à l'avance les voyages des uns et des autres, donc ça serait vraiment impossible et sauf exception, sauf urgence, le principe c'est dans le même centre de vaccination les 2 doses. Je voulais juste rajouter que c'était très important concernant les patients qui avaient fait le Covid, parce qu'on estime que c'est à peu près 20 à 25% de la population totale en France. Donc ça concerne quand même beaucoup de monde. Donc parmi ceux-là, évidemment, il y a beaucoup d'enfants, de jeunes qui pour l'instant n'ont pas accès à la vaccination. Mais même parmi les adultes, ça correspond quand même à beaucoup de gens et donc à beaucoup de doses, quoi. Thierry Desgroux, on voit que les chiffres sont bons, les gens se vaccinent. Quel est un peu l'état d'esprit du public? Il y a un grand besoin de spectacle, de divertissement. C'est quoi les retombées que vous avez sur le terrain? Oui, il y a un grand besoin de spectacle, on le voit au niveau des billetteries, parce que dès l'ouverture des billetteries, il y a eu une très forte demande. Et par exemple, sur le Printemps des comédiens qui ouvre ce soir, beaucoup de spectacles sont déjà complets. C'est le cas aussi sur les autres festivals de l'été et on observe également sur la rentrée une demande qui commence à être très soutenue. Ça montre que le public, les Français, ont envie d'aller se divertir, d'aller voir des spectacles, d'aller voir de la culture. Parce qu'il y a quand même dans ce département, et en particulier l'été, une offre culturelle très importante. Mais on observe chez tout le monde une très forte demande. Donc nous, on est ravis de cela. On ne sait pas comment le public va se comporter. Autant on sait que les compagnies ont des protocoles Covid extrêmement stricts, puisqu'elles vont même au-delà du protocole que nous avons sur le domaine d'eau. La plupart des compagnies dépistent leurs comédiens et leurs techniciens en début de semaine et en fin de semaine. Et on peut le comprendre parce qu'elles vont partir en tournée pendant tout l'été. Et quand vous n'avez pas joué depuis 2 ans, vous ne voulez pas prendre le risque d'avoir un cas Covid dans votre compagnie. Donc les compagnies sont extrêmement vigilantes. Je le disais tout à l'heure, au niveau de nos techniciens, on est aussi extrêmement vigilants. L'incertitude, elle concerne finalement le public, parce qu'on ne sait pas comment le public va se comporter. Bon, au domaine d'eau, on a un public plutôt familial, donc on n'a pas trop d'inquiétude, mais ça nécessite quand même de passer un certain nombre de messages. Avant chaque spectacle, on va rappeler tous les gestes barrières. Bien sûr, jusqu'au 1er juillet, il va y avoir la distanciation entre les spectateurs. Le port du masque sera obligatoire, même si on est en plein air, et ce sera le cas pendant tout l'été. Et on organisera les sorties de salles fil par fil, ce qui se fait d'ailleurs déjà dans les salles de cinéma. Donc voilà, on a mis en place ce protocole. On sait que du côté des professionnels, il y a une grande vigilance.
On pense que du côté du public, il y aura aussi une grande vigilance et un esprit collaboratif. Vous le disiez tout à l'heure, les gens appellent quand ils réservent, ils se demandent quand même, ils ne sont pas favorables à subir un test à l'entrée, on les comprend. Alors c'est vrai que sur les premiers jours de réservation, on a eu pas mal de questions des publics nous demandant s'il y avait le pass sanitaire. Donc on leur disait non, ah ben tant mieux, à ce moment-là je viens, parce que s'il y avait eu le pass sanitaire, je ne venais pas. Mais tout simplement parce que c'est un besoin de communication hein, des uns et des autres. Il y a beaucoup d'images un peu fantasmées sur le pass sanitaire, je vous le disais tout à l'heure. On a même eu des publics qui pensaient qu'on allait les dépister à l'entrée du domaine d'eau. Donc il y a un travail de communication et puis bon, les choses vont se roder petit à petit hein, puisque on approche l'été, ça a été souligné par les différents intervenants. Ce pass sanitaire petit à petit va se mettre en place. Mais pour autant, nous, on a fait ce choix, en tout cas sur la première partie de l'été, de ne pas le mettre en place. C'est vrai que la jauge des 1000, il fallait bien que le gouvernement situe un seuil. Nous, on est sur un amphithéâtre qui fait 1800 places. On peut, dans une jauge de 1000, respecter tout à fait cette distanciation entre les uns et les autres, y compris après le 1er juillet, parce que vous l'avez souligné, le virus continue quand même à circuler. Hein. Donc on est vigilant sur ce point. Vous êtes vigilant, vous perdez quand même du public économiquement. Comment ça se passe pour Alors ça a été, ça a été une question hein, que l'on s'est posée. Il faut savoir quand même qu'il y a encore 3 semaines, il n'était pas question de faire des festivals, hein, puisque on n'avait pas l'autorisation, donc on était plutôt sur de nouveau une année, en tout cas un été sans festival. Bon, aujourd'hui les festivals peuvent avoir lieu, mais ils ont lieu dans ce cadre un peu réglementé et nous, voilà, nous assumons d'avoir des jauges un peu inférieures. C'est vrai que ça perturbe un peu le modèle économique, mais pas trop pour ce qui nous concerne. C'est plutôt le cas pour les gros festivals qui sont à 20-25 000 personnes. Nous, on est sur des jauges en moyenne de 1500. On a une petite perte de billetterie. Mais la mise en place aussi du pass sanitaire nous a mené à recruter davantage de personnes, renforcer les systèmes de fil. Donc dans l'ensemble, nous y retrouvons. L'essentiel, en fait, c'est de pouvoir offrir des spectacles tout en restant dans ce cadre sanitaire, parce que le domaine d'eau, on est aussi un service public culturel, de la culture, et on a ce rôle aussi de rentrer dans le cadre qui est posé par le gouvernement. Il y a une question qui se pose aussi de ce public, souvent un peu jeune, qui écoute des musiques actuelles. Vous êtes peut-être un peu moins concerné, mais cette envie notamment de danser, de pouvoir se lever. Il y a un grand flou sur la question des festivals debout. Comment vous analysez, vous, cette règle des 4 mètres carrés? Il y a beaucoup d'incertitudes et des professionnels qui ne comprennent pas pour l'instant. Ouais. Quelle est votre analyse? Alors, on a un concert à la fin du mois de juillet, Tohu 3 jours d'électro dans le cadre du festival Radio France. Et nous en avons discuté avec le directeur du festival, Jean-Pierre Rousseau. Ce concert, pendant 3 jours, sera sur une jauge de 1000 personnes. Donc on pourra quand même, dans un amphithéâtre qui fait 1800 places, être debout, bouger, sans pour autant être les uns sur les autres. Ça, c'est un choix, c'est une décision. Après, vous le soulignez, il y a la question des fameux 4 mètres carrés que l'on doit respecter par spectateur lorsqu'on est dans des jauges au-dessus de 1000 personnes. Très honnêtement, aujourd'hui, peu de personnes savent comment ça doit se mettre en place. Autant quand on est sur une jauge de plus de 1000 personnes assis, on n'a pas cette distanciation de 4 mètres carrés.
Par contre, lorsqu'on est dans un festival debout, il faut respecter les 4 mètres carrés. Alors on ne sait pas si on prend une surface totale et qu'on la divise par 4 et ça nous donne un nombre de spectateurs, ou s'il faut faire de la rubalise autour de chaque spectateur. Au moment où je vous parle, on n'a pas encore le cadre d'organisation de ce type de concert. Mais Pierre Ricordo, ça vous semble nécessaire? Enfin, c'est plutôt de l'ordre de la préfecture, peut-être, d'organiser. Mais Oui, aujourd'hui, enfin, pour la circulation du virus, on ne peut pas déroger à cette règle des 4 mètres non, carrés. enfin, vous voyez, les choses s'adapteront au fil du temps, comme ça s'est fait et en fonction de l'évolution. Mais je crois que tout le monde l'a dit. Je crois que personne n'a vraiment d'inquiétude pour l'été. Et rappelez-vous, l'été dernier, c'était bien passé. Le problème, c'est pas tellement l'été, parce que voilà, les conditions, y compris météorologiques, le fait, voilà. La question, c'est l'automne. Et donc, il ne faut pas créer pendant l'été les conditions d'une nouvelle vague. Et ça, je pense que tout le monde en est conscient. Après, on peut toujours discuter jusqu'où va la règle et comment on l'applique de manière pragmatique. Elle évoluera, le ministre a dit par exemple sur le masque à l'extérieur, peut-être que ça évoluera au cours de l'été, on s'adaptera. Mais on voit bien que lorsque notamment on est à l'intérieur et qu'il y a un grand nombre de personnes, on crée des conditions de circulation du virus avec l'inquiétude que j'évoquais tout à l'heure des variants, sur lequel la situation est extrêmement maîtrisée en France, mais on voit qu'elle peut facilement déraper. Et le problème des événements où il y a beaucoup de monde, c'est si on ne respecte pas les crises, et on l'a vu, vous vous souvenez de la première vague au mois de mars 2020, c'est qu'il suffit d'un événement, pour tout d'un coup avoir une diffusion massive d'un variant, par exemple. Et c'est ça que nous craignons. Je dirais le virus classique maintenant, il est maîtrisé et la vaccination va le maîtriser. On a plus d'inquiétude sur les variants, notamment le variant Delta, et donc ces événements sont potentiellement des événements de diffusion, donc il faut appliquer des règles. Après, je doute pas elles vont se préciser, et puis il y aura évidemment un travail sur chaque événement avec la préfecture pour voir qu'est-ce qui est raisonnable et qu'est-ce qui est. Mais je crois qu'il faut garder à l'esprit. Alors, ce sont des contraintes. Moi, je le dis. Ce sont des contraintes. Je le reconnais. C'est pour ça que je dis allègement et pas relâchement. Mais c'est important qu'on se place dans une perspective où on sorte progressivement de cette situation et surtout qu'on ne revienne pas en arrière. Et c'est vraiment ça l'enjeu de cet été. Et je pense qu'on peut le réussir collectivement. Philippe Robert, vous me disiez dans les campings aussi, les gens vont vouloir s'amuser. Pour les piscines, c'est pas problématique. Pour les animations, comment vous allez vous y prendre pour les satisfaire? Alors c'est effectivement le point sur lequel on est le plus vigilant, parce que c'est là où il peut y avoir du danger, comme vous l'avez dit. Et c'est là où parfois il pourrait y avoir quelques dérapages où on ne contrôlerait pas très bien. Tout le reste, vous l'avez dit, la piscine, tout ça, on maîtrise. Je ne dis pas qu'il y a zéro risque, mais enfin on arrive à mettre en place une organisation, un protocole qui est bien respecté. Le risque, il est effectivement au moment où on fait des animations, où les gens, vous l'avez remarqué aussi, à certains moments, ils ont besoin de se relâcher, de s'amuser, de faire la fête. C'est là où il peut y avoir un dérapage. Heureusement, la chance qu'on a, c'est que la plupart du temps, dans tous nos établissements, c'est en plein air, donc c'est déjà une bonne chose. Et on a du personnel qui est formé pour essayer de canaliser tout le long de l'organisation de cette prestation, d'être vigilant, d'essayer de rappeler à l'ordre, parce que c'est vraiment là où il y a un danger. Et ce qui s'est un peu passé l'année dernière, ça a été l'effet inverse, c'est qu'on a réussi à peu près à canaliser ça dans nos établissements, mais on s'est rendu compte qu'en fait, et notamment les jeunes, ils partaient sur la plage, des choses comme ça, et on a vu des événements incontrôlés de 300 jeunes qui étaient sur la plage et qui faisaient un peu n'importe quoi là-dessus. Donc c'est là le danger, quoi. C'est vraiment là-dessus qu'il faut porter une attention. Assouplir pour garder la clientèle. Et est-ce qu'ils vous posent les questions
quand les gens réservent? Est-ce qu'ils vous demandent, il y aura des animations? Est-ce qu'il y aura des contrôles, des dépistages? C'est quoi un peu la tendance, le retour de terrain que vous avez à la fédération? Oui, absolument. Bien sûr qu'ils demandent. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on veut qu'ils connaissent à l'avance ce qu'ils vont trouver dans les établissements. Et maintenant, cette année, on sait à peu près ce qu'on va être en mesure de leur proposer, même s'il y a certains types d'animations dont on n'est pas encore certain. Je pense notamment les soirées mousse, qui dans certains établissements sont des soirées un peu phares de l'animation, sur lesquelles pour l'instant on ne s'engage pas, on ne sait pas comment ça va évoluer. Et puis on privilégie aussi, et là on a bien senti que les acteurs de la culture, les prestataires extérieurs, eh bien, ils ont adapté un peu. On a moins, par exemple, quand on a des musiciens, c'est moins dansant. Ils nous disent d'entrée, ils nous disent attention, enfin voilà, ce seront des spectacles qui seront plus calmes, plus tranquilles. On va moins inciter les gens à danser. Donc voilà, ça fonctionne plutôt bien. Et sur la question du pass sanitaire, il y a des questions. Les gens, avant de réserver leur hôtellerie de plein air, ils s'interrogent? Alors, directement sur le pass sanitaire, non, pas à ma connaissance. Ce qui les importait plus jusqu'à présent, dernièrement, c'était le couvre-feu. Est-ce qu'on doit appliquer le couvre-feu dans les établissements? Est-ce que le port du masque est obligatoire? C'est plutôt sur des questions précises comme ça. Le pass sanitaire s'adressera, je pense, en termes de questions, plus pour les étrangers, puisque les Français savent qu'ils ne sont pas concernés en venant dans un camping par le pass sanitaire. Très bien. Je crois qu'en fait, le rôle qu'on a les uns et les autres, c'est finalement un rôle de forte communication vers le public, parce que on voit bien dans l'esprit des personnes que le Covid c'est derrière nous, et puis maintenant on va faire la fête, on va partir en vacances. C'est un petit peu l'état d'esprit que l'on perçoit, et justement c'est pour ça qu'on s'inscrit dans ces démarches de rappeler en permanence. Vous le faites dans vos campings, je sais, l'ARS, les médecins le font, mais aussi nous au niveau de la culture. Ce n'est pas pour jouer le rôle du rabat-joie, mais pour rappeler quand même que ce virus circule. Vous l'avez souligné, hein, madame, il y a quand même l'automne qui vient derrière, et nous, au niveau de la culture, la saison elle ne s'arrête pas à la fin de l'été. Au contraire, c'est une autre saison qui démarre à l'automne, et c'est pour ça qu'on essaie, à l'approche de cet été, d'avoir le maximum de messages de prévention, de vigilance, et d'un appel au concours de tout le monde, pour que tout se passe bien. Merci. En tout cas, cette question suscite pas mal d'interrogations. Oui, nous avons reçu beaucoup des internautes. Nous avons ouvert en fait des questions à des internautes qui s'interrogent sur leur manière de passer l'été, de voyager. Et donc, nous en avons sélectionné quelques-unes que nous allons vous soumettre. Par exemple, Anne, qui est un peu perdue, alors c'est peut-être Madame de Beauvert, vous allez peut-être pouvoir me répondre, qui a eu le Covid en avril 21, qui a fait un test PCR, qui se demande comment récupérer son pass sanitaire et pendant combien de temps elle va avoir des fameux anticorps. Elle dit que c'est pas très très clair. Alors les autorités pourtant sanitaires donnent la fourchette de 6 mois maximum. Est-ce qu'il y a vraiment une controverse là-dessus ou pas? Non, je crois que les choses sont très claires. Si elle a eu le Covid en avril 2021, elle a une preuve qu'elle a eu un test PCR positif. Et donc, elle devra faire une vaccination avec une injection unique 6 mois après son infection Covid. Et en attendant, elle peut faire valoir ce test qui fait office de passe sanitaire, qui peut rentrer dans son pass sanitaire. Tout à fait. On avait une autre interrogation de Farida qui ne souhaite pas, elle, se faire vacciner, mais elle veut savoir si elle peut voyager en présentant un test PCR négatif, tout comme aller dans le restaurant si elle voyage. Voilà. Sinon, elle pense que c'est discriminatoire de ne pas pouvoir le faire. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Oui, alors la réglementation dépend de chacun des pays, mais la plupart du temps, effectivement, il faudra à ce moment-là je n'ai pas à ma connaissance je ne vois pas de pays qui imposerait la vaccination pour voyager, mais par contre, du coup, il faudra qu'elle présente dans la plupart des pays un test récent montrant qu'elle est négative. Moi, je voudrais sur cette dame insister sur le fait que il faut aller au bout de la vaccination. Maintenant, des millions, même
des centaines de millions de personnes ont été vaccinées dans le monde entier, on voit que ces vaccins sont à la fois totalement sûrs, qui sont totalement efficaces. Et ils permettent à la fois de protéger chaque personne, donc c'est un acte pour soi, mais surtout ils vont nous permettre à nous, à l'humanité, de sortir de cette crise. Et donc il y a aussi une responsabilité collective. Et donc moi, j'insiste, c'est vraiment un geste simple, sans danger, d'une efficacité redoutable. Allez-y, allez au bout de la vaccination. Nicolas de Montpellier, lui, veut voyager. Il a 2 enfants qui ont 5 ans et 3 ans. Il a eu le Covid, il n'a eu donc qu'une dose de Pfizer. Et il se demande si dans d'autres pays, est-ce que c'est la même logique qu'en France? Est-ce que le fait de n'avoir qu'une dose ne va pas le bloquer à l'étranger? Et puis surtout, qu'est-ce qui va se passer pour ces enfants? Est-ce qu'ils vont devoir faire des tests ou pas? Alors, en tout cas, au niveau de l'Union européenne, il y a bien effectivement une harmonisation de la reconnaissance, et donc les mêmes règles qui donnent accès en France au pass sanitaire, automatiquement, je dirais, se transformeront dans le pass européen, et donc il n'y a pas de difficulté. Et par ailleurs, ce pass, il est valable effectivement pour les enfants pour les personnes de plus de 11 ans, donc il ne s'applique pas aux enfants, et il n'y a pas, à ma connaissance, de demande de test pour les enfants. Nous avons encore une question assez concrète de Nina, un peu complexe, mais elle a été testée positive avant le mois d'avril. Le QR code n'existait pas. Et elle essaye de le récupérer sur le site, mais on lui répond que son dossier est inexistant. Le labo lui dit qu'elle ne peut pas générer de QR code. Donc elle a peur que l'on croie qu'elle a falsifié son code en montrant un simple document de papier. Dans le temps, qu'est-ce qu'on peut lui répondre à Nina? Alors, normalement, si elle a fait un test, le dispositif est entré dans le système d'information qui s'appelle SIDEP, et il doit être récupérable. Je pense qu'il faut qu'elle prenne contact soit avec son laboratoire, soit avec sa caisse primaire d'assurance maladie pour essayer de traiter ce sujet. Mais normalement, elle devrait pouvoir récupérer le QR code correspondant. D'accord. On évoquait la situation de l'Espagne. C'est Jean-Paul, un Perpignanais, qui a fait sa deuxième dose de vaccin le 14 juin, qui se demande quand il pourra partir en Espagne et si le retour en France sera compliqué. Et il dit, on entend tout et rien et on ne sait pas à qui s'adresser. Qu'est-ce qu'on peut dire à Jean-Paul? Alors, vous dites qu'il s'est vacciné le 14 juin. Donc ça doit être le 14 mai, parce que j'ai du mal noté. Ouais, ça doit être le 14 mai, c'est pas possible que ce soit le 14 juin. Le 14 mai, donc 40 jours plus tard, ça fera fin juin, il pourra avoir sa deuxième dose de vaccin, donc il sera complètement vacciné. Il n'aura donc aucune difficulté à circuler en Espagne et à revenir d'Espagne. Donc je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière pour lui. Le retour n'est pas plus compliqué dans les pays européens que l'aller, on l'a évoqué. C'est simplement la question peut-être de payer un test quand on n'est pas vacciné. Oui, mais là en l'occurrence, à mon avis, il n'aura pas besoin de payer un test puisqu'il devrait être vacciné complètement. On a aussi Patrick, alors c'est un peu la même question que tout à l'heure, et il dit, est-ce que c'est pas la discrimination entre les personnes vaccinées et non vaccinées, tout ce qui est en train de se passer, n'est-ce pas anticonstitutionnel? Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas d'obligation, encore une fois. Il s'agit simplement de faciliter l'accès à des dispositifs en sécurité. Bon, une personne qui ne veut pas se faire vacciner, elle a toujours la possibilité d'y accéder, simplement. Elle doit faire un test PCR ou antigénique. Je dis ça parce que les autotests, par contre, ne seront pas pris en compte. Voilà, il faut faire soit un test pour le pass sanitaire, il faut faire un test PCR ou un test antigénique pour montrer qu'elle n'est pas à risque. Et dans des événements, encore une fois, on parle pas de la vie quotidienne, on ne parle pas de l'accès au restaurant, on ne parle pas de l'accès au camping, on ne parle pas de l'accès au supermarché, au cinéma, etc. On parle des événements d'une taille exceptionnelle, et comme le disait monsieur, la question encore quelques jours, c'était de les rendre possibles. Donc il s'agit de les rendre possibles dans des conditions de sécurité, et nous espérons tous que après la crise sanitaire, mais on ne peut pas dire aujourd'hui à quelle date précisément, mais on espère tous que ce soit le plus rapidement possible, on n'aura plus du tout besoin de cela
voilà. Mais on est dans cette situation où il faut encore être vigilant, et je crois encore une fois, sur tout le Covid, la vaccination, les tests, etc., c'est vraiment une question sociétale forte, parce que c'est un choix individuel, certes, mais c'est une responsabilité collective. Et je pense qu'il faut que les gens le comprennent. On n'est pas, sur le Covid, on n'est pas tout seul. Hein. Toute action individuelle a un impact sur les autres, et ça contraint quand même un petit peu. Et je pense ça fait partie de la constitution de la solidarité. Ce que je voulais juste rajouter, c'est qu'il y a quand même une partie de la population vaccinée qui ne répond pas bien au vaccin. Hein, ce sont les patients transplantés d'organes, par exemple, les patients qui reçoivent un traitement par chimiothérapie. Et ces patients, ils sont vaccinés et ils ne répondent pas très bien. Et donc, pour eux, une des solutions pour les protéger, c'est que l'entourage se vaccine de manière importante, et également tous les gens autour. Et de se faire vacciner, quand on est jeune, par exemple, qu'on a 20 ans, on se dit, bon, le Covid, si on le fait, on fera une forme bénigne, donc c'est pas très grave. Mais c'est aussi pour protéger tous les gens autour que vous pouvez croiser, et qui ont une maladie ou qui ont un traitement qui fait que la réponse au vaccin ne va pas être bonne. Et donc, c'est aussi dans ce souci-là, ce qui est très important. C'est important de le repréciser. Thierry Negro, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais rebondir sur la question de l'internaute au sujet du pass sanitaire et du test PCR. Une des raisons pour lesquelles on n'a pas mis en place le pass sanitaire, c'est justement, il y avait ce problème de discrimination, ne serait-ce par rapport à des personnes qui n'ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner, parce que pour une prise de rendez-vous ou autre. Et donc l'alternative, c'est le test PCR. Très honnêtement, si on avait eu la possibilité de faire du test salivaire, et en plus à Montpellier, il y a des laboratoires qui ont beaucoup travaillé sur le test salivaire, on aurait peut-être mis à ce moment-là en place le pass sanitaire. Or aujourd'hui, seul le PCR est l'alternative lorsqu'on ne veut pas présenter son QR code. Donc je ne sais pas si ça va être possible prochainement, dans les mois à venir, mais il est clair que si on avait eu la possibilité de donner cette alternative du test salivaire, certainement qu'on saurait aller vers la mise en place d'un pass et augmenter un petit peu nos jauges. Je crois que nous arrivons au terme du débat, à moins que Yannick, tu aies encore une question sous la main. Je crois que merci à tous d'être venus. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, faire un mot de conclusion peut-être par rapport à tout ce qui a pu être dit et qui, j'espère, va éclairer les personnes qui nous auront suivis sur les campings, sur le tourisme? Oui, simplement dire voilà, que nous sommes prêts à accueillir notre clientèle française et étrangère et que voilà, vous l'avez compris, nous sommes une profession responsable, on a des atouts parce qu'on est en plein air, donc ils peuvent venir chez nous, j'allais dire en toute sécurité, le risque zéro n'existe pas bien évidemment, mais nous sommes responsables et nous appliquons le protocole qu'on nous préconise. Idem pour le domaine d'eau, il reste des places quand même. Alors il reste des places encore. Voilà, nous offrons pendant tout l'été du théâtre, de la musique, du jazz, de l'électro, de la danse. Donc voilà, j'incite vraiment tout le monde à venir nous rendre visite, mais pas que, parce qu'il y a beaucoup, je l'ai dit, de festivals dans le département, et on sera ravis d'accueillir tout le monde. On sera ravis aussi d'accueillir les personnes pour la fête de la musique, parce que la fête de la musique, on n'en a pas parlé, va se dérouler, mais dans un cadre un peu contraint. Et nous, au domaine d'eau, voilà, on a fait le choix de faire une fête de la musique. Elle sera limitée à 1000 personnes, mais on est prêt à accueillir tous ceux qui réserveront leur billet sur le site. Merci. Monsieur Ricordo, vous allez passer un été serein puisque vous n'êtes
pas particulièrement inquiet sur le déroulement de l'été, mais est-ce que vous allez rester, vous espérez pouvoir le rester jusqu'à la fin de l'année Mais oui, moi je pense que tout est réuni pour à la fois la responsabilité des professionnels, à moi que je salue, mais aussi des citoyens, hein, je crois, qui ont fait un gros effort pendant toute cette période. D'une certaine façon, moi je dis, ils ont acquis un capital. Donc le seule chose, c'est ne le dilapidons pas au cours de cet été. Considérons que c'est précieux. Et puis la vaccination, on a plus de la moitié des adultes dans la région qui sont vaccinés, mais ça veut dire qu'il reste encore une autre moitié. Et ce mois de juin, il est très important parce que on a beaucoup de doses. C'est très facile de se faire vacciner. C'est maintenant ouvert à tout le monde. Et donc, allez-y. Madame de Beauvert, les soignants vont quand même pouvoir se reposer, en tout cas prendre leur congé de manière normale et puis se projeter, on l'espère. Oui, les soignants sont en effet très contents de voir que les nouvelles sont bonnes. Ils ont aussi envie de s'amuser, donc je pense qu'ils vont être contents de partir en vacances et d'aller au spectacle. Il y a eu de belles initiatives d'ailleurs pour eux récemment. Voilà, moi je dirais la même chose. Vaccinez-vous pour qu'on en sorte. Voilà. Merci à vous tous. À bientôt pour un prochain L'Absenté. Merci de nous avoir suivis.